experts du vélo, donc docteur Samuel Marafi et Mister Pilou Varven, Pierre-Franck Varven, podologue et médecin. Les deux, donc Pilou, médecin. Je me trompe en permanence. Pierre-Franck, podologue, médecin. Donc, chacun intervienne. Donc, Pierre-Franck en tant que formateur thérapie manuelle, donc pour Food Solutions. Il est aussi formateur en cyclo pour l'IFM2S, d'où son côté très spécifique. Et Samuel Marafi, donc médecin, et médecin en charge d'une équipe pro qui est BNB Hotel Vital, c'est ça? BNB Hotel Vital Concept. Merci. Et du coup, je te laisse te présenter d'abord en premier, Sam, et après Pilou. Docteur Marafi, je suis médecin référent donc de l'équipe BNB Hotel Vital Concept. Je suis aussi médecin du sport et puis je suis on va dire un peu spécialisé en sport d'endurance, donc le cyclisme. J'en fais mon activité on va dire principale. Et puis la course à pied, le trail running en particulier. Voilà, je vous présenterai sur Mondial les 2-3 projets que je suis actuellement. Okay. Voilà. Pierre-Franck. Alors, moi, je suis podo du sport et sur Dunkerque, donc je travaille en cabinet libéral et je m'occupe de beaucoup de sportifs et notamment des cyclistes. Donc, ça va du pro à l'amateur sportif du dimanche, on va dire. Tout ce qu'on peut rencontrer en cabinet et je suis formateur, comme tu l'as dit, Olivier, avec l'IFM2S pour l'analyse posturale du cycliste depuis quelques années maintenant. Donc voilà, je suis beaucoup impliqué dans le suivi postural du cycliste et de toutes ces pathologies de manière générale. Très bien. Vite fait, Sam, toi, donc, tu es médecin d'une équipe pro sur le Tour de France. Le Tour de France a été décalé et non annulé. Ouais. Qu'est-ce que ça entraîne pour toi, vite fait, au niveau de l'organisation avec tes athlètes? Ça laisse plus de temps. C'est ce que je dis aux gens. Non, ça permet d'avoir un petit peu de recul. Après, c'est le même travail, mais qui est un peu décalé dans le temps. On a encore une vision du planning qui est compliquée, hein, parce que là, on parle du Tour de France, mais il y a plein d'autres courses et de compétitions qui vont sûrement avoir lieu peut-être un peu avant, après, pendant. Donc, c'est une réorganisation complète du travail. Pour moi, un peu dans le suivi, mais c'est surtout pour les entraîneurs, pour les charges de travail, tout ça. Donc, ça change pas mal de choses, ça change un peu la donne pour nos sportifs qui n'attendent qu'une chose, c'est que la situation sanitaire s'améliore pour pouvoir reparler de sport et plus de virus. Ouais. Donc voilà. Et donc, on peut aussi spécifier que Sam est médecin du coup à l'hôpital actuellement, et donc tu bosses un peu, c'est ça, sur les unités de soins? Ouais, bon, j'aide les copains aux urgences parce qu'ils ont besoin, donc voilà. Et merci d'être avec nous quand même, c'est super sympa. Merci. Du coup, on va attaquer tout de suite les présentations, enfin la présentation faite. On va attaquer avec Pierre-Franck qui va nous présenter son topo, donc analyse posturale. Derrière, on enchaînera avec Samuel. Et donc je cache Sam et tac. Pilou, je te laisse la parole. Très bien. Alors, on a décidé donc avec le docteur Marafi de simplifier un petit peu les choses qu'on allait vous présenter parce qu'on pourrait parler d'analyse posturale du cycliste pendant longtemps. Donc, tout d'abord, je vais vous représenter un petit peu ce que je considère comme étant l'analyse, disons, l'analyse posturale du cycliste, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, juste une petite présentation de ce qui se fait régulièrement et de ce que, personnellement, moi, j'entends comme analyse posturale du cycliste. Donc là, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que donc sur la première dia, on voit qu'il y a beaucoup d'analyses posturales. Alors, je mets des guillemets qui sont réalisées par des spécialistes vélo. Alors, des vélocistes, des mécanos, des anciens athlètes pour la plupart du temps. Ce sont des gens qui connaissent très, très bien souvent le matériel. Qui sont formés par les marques, donc ils ont des séminaires de formation avec eux, etc. Par l'expérience, le terrain aussi, hein, en ce qui concerne les athlètes, etc. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément de standardisation et que ils vont agir par des réglages qui sont la suite de certains dogmes historiques, des logiciels préétablis.
Donc, il y a tout un tas de marques. Alors, je vous ai mis là sur la gauche de la dia quelques études posturales qu'on retrouve dans le commerce, qui sont faites de tout un tas de manières différentes, à des prix d'ailleurs très variables. Donc, qui vont essentiellement se baser par rapport à des angles, des hauteurs. Alors, ils vont faire des films, tout un tas de choses avec des capteurs de puissance, éventuellement des lasers, enfin bref, tout un tas de choses comme ça. Leur objectif, c'est de réaliser un réglage mécanique, c'est-à-dire d'un rapport de structure pour que ce soit le plus homogène possible. Voilà, ça c'est ce qui se fait très souvent. Seulement, pour moi, c'est quelque chose d'assez hasardeux parce que le cycliste, c'est quelqu'un qui a des particularités spécifiques comme n'importe quel sportif, c'est-à-dire que un sportif, c'est pas n'importe quel sportif, c'est lui dans son référentiel. Donc là, c'est pour ça que l'analyse posturale cycliste, pour moi, pour qu'elle soit complète, il faut qu'elle soit réalisée par un posturologue, donc c'est-à-dire quelqu'un qui a une spécialité dans la posture et le sport, donc un professionnel de santé. Donc, alors Sam, c'est sur la deuxième vidéo, si tu peux, la deuxième, voilà, merci. Le principal, si vous voulez, c'est de poser un diagnostic et potentiellement un diagnostic différentiel. Alors, je sais qu'avec Sam, vous en reparlerez tout à l'heure parce que c'est fondamental en médecine. Donc, c'est d'où l'intérêt de la pluridisciplinarité, bien sûr. Et le professionnel de santé, lui, il va faire un bilan biomécanique, sensorimoteur, physiologique, parfois même émotionnel du cycliste en dehors de son activité et il va le corréler à l'activité physique spécifique et analyser les décompensations posturales que ça peut occasionner. Un petit exemple, par exemple, c'est la personne qui a des lombalgies on va dire basse, L5, S1, typique, voilà, et qui va se retrouver à vélo, ne pas avoir mal au dos, mais avoir des gonalgies. Et l'erreur serait de ne pas associer les deux ou d'essayer de traiter les deux de manière tout à fait isolée, alors que finalement, ça peut tout à fait être le même interrupteur qui allume des lumières différentes. Donc l'objectif, c'est ça, c'est d'essayer de tester le cycliste seul, puis sur son vélo, statique puis dynamique, et de réévaluer chaque fois qu'on fait une modification par des tests palpatoires cinétiques ce qu'on a fait pour voir si c'est bien ou pas bien. Alors, j'ai noté sur la dia ici que seul un pro de santé peut valider la probance d'une correction, c'est-à-dire qu'on retrouve beaucoup, on en parlera tout à l'heure, des pseudo-corrections qu'on met dans les chaussures notamment, qui ont des impacts vraiment fondamentaux sur la physiologie, la biomécanique et sur tout un tas de pathologies potentielles. Et donc, c'est extrêmement important que tout ça soit évalué par quelqu'un qui est capable, encore une fois, de poser un diagnostic. Donc, a fortiori, tous les acteurs du monde de la santé qui seraient formés à la posture cycliste. Le but, là, c'est d'obtenir non pas, comme on l'a dit juste avant, quelque chose de mécanique qui soit en rapport avec les structures. Alors, bien sûr, on doit respecter la structure, mais surtout en accord avec les capacités fonctionnelles du sportif, c'est-à-dire qu'il faut être capable de s'adapter à ce que sa motricité peut exploiter pour qu'elle soit le plus possible efficace, bien sûr. Alors, quelques petites notions d'anatomie, on va dire basique du vélo, pour ceux qui seraient un petit peu étrangers à la chose, pour savoir de quoi on parle. Alors d'abord, l'élément central, c'est le cadre. Alors le cadre, c'est quelque chose qui est déterminé essentiellement par le bike size. Alors le bike size, c'est quoi? C'est le choix quand vous allez chez le vélociste par rapport à votre morphologie et par rapport à votre taille, etc. Donc là, c'est quelque chose de structurel. On va déterminer quelle est la taille de votre cadre par rapport à une marque, etc. Évidemment, à chaque marque, c'est tableau de référencement. Ensuite, vous avez tout ce qui est manivelle et pédalier en bas ici.
Donc, qui sont des choses qui sont pas trop réglables en tant que telles, mais qu'on peut modifier. Il y a plusieurs types de pédaliers ou de manivelles, de pédales également. Donc ça, c'est des choses qui sont assez techniques, sur lesquelles, en analyse posturale cyclo, en tout cas, on joue peu, en tout cas pour ma part. Après, il y a tout un tas d'autres réglages sur lesquels on peut intervenir. On y reviendra éventuellement, sur le réglage des cales qui sont sous la chaussure, par exemple. Ensuite, vous avez tout ce qui est selle, avec le tube de selle. Alors, il faut savoir que la selle se règle en hauteur, bien sûr. Hein. Donc ça, grâce au tube de selle. Mais aussi recul avancé de selle et inclinaison de la selle, donc vers l'avant ou vers l'arrière. Et tout ça, c'est du réglage qui peut être grossier, quand on se laisse un peu aller, parce que c'est pas facile à régler, mais qui doit ne pas être grossier, justement, et être extrêmement fin. Et il faut savoir qu'un réglage variable à 2 degrés près ou à 1 mm près peut faire varier l'expression motrice de l'individu par rapport à ses propres préférences. Ensuite, bon, vous voyez, alors à l'avant, ici, on a le cintre qui est attaché sur le reste du cadre avec la potence. La potence qui est réglable ou pas d'ailleurs, hein, mais qu'on peut allègrement changer en taille, en inclinaison aussi. Donc l'angulation de la potence peut varier en fonction des modèles. Et devant, on a les cocottes de frein qui sont elles-mêmes aussi réglables. Voilà quelques petites notions. Alors après, pour être vraiment très basique sur les quelques angles qu'on pourrait quand même retrouver, en tout cas dans la littérature scientifique, ou du moins angles et projections, on a ici sur la gauche le Holmes. Alors le Holmes, c'est ce qui permet de déterminer l'angle, on va dire, idéal de flexion de genou. Alors vous voyez ici, c'est entre 25 et 30. Alors c'est la partie qui est colorée, hein, bien sûr, le 25 à 30. Alors moins 180, on se retrouve entre 150 et 155 degrés, voilà, de flexion. Un angle qui part pour le repère haut du grand trochanter, donc qui est un élément, on va dire la bosse osseuse qu'on a sur la partie latérale ici de la hanche, hein, d'accord, au niveau fémoral. Puis au milieu, on a le repère au niveau de l'interligne articulaire côté latéral, pardon, du genou. Puis en bas, on a la tête fibulaire distale, où on prend exactement le sommet de la convexité de cette tête. Voilà, et donc c'est l'alignement des trois. Lorsque la manivelle est en bas, bien à 90 degrés, qu'on va déterminer dans cette méthode. Alors, il faut savoir qu'il y a d'autres méthodes qui sont communes, on va dire, qu'on retrouve souvent sur Internet, par exemple, ou dans des méthodes que vous pouvez trouver chez des vélocistes, par exemple, notamment le calcul de l'entrejambe, ou la méthode un peu, on va dire, garage, où on est sur son vélo, on tend la jambe au maximum, on met son talon sur la pédale, et on est à peu près pas trop mal. Alors, ces deux méthodes-là possèdent des biais relativement importants, et c'est pour ça que dans la littérature scientifique, elles ont été écartées au profit de la méthode Holmes. Hein, donc là, c'est Peveler et Green en 2011 qui ont démontré que c'était la méthode la plus fiable pour être précis et optimal dans le réglage. Alors après, vous avez vu, hein, c'est pas un angle très précis, c'est entre 25 et 30, et on a une fourchette comme ça qui nous permet de nous rapprocher soit d'un angle qui est plutôt plus fermé, soit d'un angle qui est plus ouvert, en fonction, encore une fois, de ce qu'est capable d'exprimer le cycliste. Sur la droite, la méthode COPS. Donc ça, c'est une méthode où la manivelle, vous voyez, est dans un axe différent, c'est-à-dire que l'axe de la pédale, c'est vers l'avant, hein, à l'horizontale, et non plus vers le bas, comme tout à l'heure. Et là, on vient projeter la pointe rotulienne, donc c'est la partie inférieure de la rotule, au niveau de l'axe de la tête métatarsienne du premier orteil. Donc, au fil à plomb, hein, hop. Donc ça doit être grosso modo, je vous parle de réglage, là on est sur du standard, c'est des choses qu'on affine évidemment en fonction de la typologie
des courses, en fonction également des préférences motrices de l'individu. Alors, faut savoir que pour ceux qui connaissent un petit peu les préférences motrices, il y a des gens qui ont des préférences d'aller en avant, il y en a d'autres, c'est plutôt en arrière, en concentrique, en flexion, par exemple. Eh bien, on pourra se servir un petit peu de tout ça pour adapter notre réglage. Et c'est toujours, comme je l'ai dit au départ, quelque chose qu'on va venir vérifier par le test palpatoire cinétique au pédalage. Alors, il faut savoir que j'ai la chance d'avoir deux confrères qui ont travaillé sur tout ça, sur ces réglages-là, et qui ont démontré que il y avait des effets positifs des réglages du vélo, donc les réglages comme on a évoqué juste avant, le Holmes, le COBS par exemple, sur la mobilité des épines iliaques postéro-supérieures chez le cycliste. Donc là, ils ont observé une amélioration de 6% de l'harmonisation des déplacements verticaux des EIPS après réglage. Donc c'est assez intéressant parce que ça nous montre que c'est des choses qui fonctionnent et qui permettent d'optimiser la biomécanique pelvienne. Alors ensuite, comme moi je suis podologue, on m'a demandé essentiellement, et c'est avec plaisir que je le fais, de parler majoritairement du pied. Et c'est vrai que à vélo, c'est quelque chose qui a une importance capitale. Alors, je vais vous faire 5 petits récaps, on va dire. Le rôle du pied dans le pédalage, tout ce qui est pointure, fit et serrage. Ensuite, le choix des matériaux et les différentiels de densité qu'on peut retrouver dans les chaussures. Tout ce qu'on peut rajouter dans la chaussure et qui n'est pas forcément une bonne chose d'ailleurs. Donc, on va en parler aussi. Tout ce qui est wedge, cale, semelle et les orthèses plantaires, bien sûr, qu'on peut réaliser chez le podologue. Et enfin, alors on s'est volontairement avec Samuel, on s'est volontairement chacun donné une partie. Et là, sur la pathologie, je vais traiter le feu au pied, qui est une pathologie extrêmement fréquente et pas forcément toujours bien traitée. Donc, c'est ce que je détaillerai en dernier. Alors, d'abord, le rôle du pied dans le pédalage. Alors, il y a une petite vidéo là sur votre gauche où on voit bien l'alternance des pressions. Alors, vous voyez, ça, c'est pendant le pédalage. C'est des semelles embarquées dans les chaussures. Hein. Donc, c'est de la podobarométrie. Ça nous analyse les pressions plantaires au moment où on appuie sur les pédales. Donc, on voit bien qu'il y a une alternance gauche-droite, bien sûr, et avec majoritairement un hyperappui qui se fait sur la colonne du premier orteil, donc la métatarso-phalangienne du 1 et la pulpe de l'orteil. Alors, sur la figure 5 qui est juste à côté, on voit bien ici, alors c'est pareil, c'est de la podobarométrie qui a été fait en semelle embarquée. On voit bien qu'il y a un pic de pression sous la métatarso-phalangienne du 1 et sous la pulpe du premier orteil. Et alors, lorsque, comme vous le voyez sur la droite, là, avec le petit scotch rose, on a un alignement correct par la méthode COPS, donc celle qu'on a vue juste avant, où on projette la pointe rotulienne sur la métatarso-phalangienne. Lorsqu'on a un alignement de toutes ces choses-là, alors, dans la phase de poussée, on a quelque chose d'extrêmement efficace pour venir appuyer sur la partie la plus efficace dans cette manœuvre-là. Donc, vous voyez, hein, il y a 4 phases motrices au niveau du pédalage. D'abord, la phase de poussée, donc dans laquelle on vient majoritairement appuyer sur le gros orteil. Puis, on a une phase de transition basse, évidemment. Une phase de traction, donc là, qui se fait majoritairement uniquement parce qu'il y a des cales automatiques, bien sûr. Et qui est une phase qui est moins naturelle, qui se travaille beaucoup d'ailleurs chez les cyclistes amateurs. Alors, ça se travaille aussi beaucoup chez les cyclistes pros, mais c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus facile pour eux, beaucoup plus habituel. Et une phase de transition haute, bien sûr. Alors, il faut savoir que dans ces choses-là, on va dire dans le rôle du pied ici, dans le pédalage, on parle énormément de tout ce qui est système musculaire général du membre inférieur. La plupart du temps, c'est extrêmement... Il y a beaucoup de choses là-dessus dans la littérature scientifique, sur le net, etc., quand vous recherchez. Mais il y a un relais dont on parle peu, qui est le relais musculaire au pied, notamment des muscles intrinsèques du pied, parce que le mouvement qu'on voit de pronosupination et qui se fait dans une chaussure rigide se fait aussi avec force parce que les intrinsèques du pied permettent ça. Donc, on va vous parler dans la phase de poussée
d'un couple qui se fait entre le grand fessier, le quadriceps et le triceps sural. D'accord? Donc ça, c'est la phase de poussée, c'est-à-dire qu'il va provoquer une extension, une phase d'extension. Et la transmission de ça au pied, par la voie externe notamment, ça va être le court fléchisseur du 5 et l'abducteur du 5e orteil, l'adducteur du premier orteil aussi pour maintenir on va dire la structure de l'avant-pied et permettre d'aller pousser sur la partie interne. Ensuite, alors il y a la phase de transition basse, je passe un petit peu, qui est une phase vraiment transitoire. Puis sur la phase, on va dire de traction, ça s'inverse. On va avoir les muscles plutôt internes qui vont travailler. Alors je parle des intrinsèques bien sûr, et qui vont se coupler avec une autre chaîne, donc qui est la chaîne inversée, où on a psoas, ischio, releveur, bien sûr, qui vont travailler essentiellement dans cette phase de remontée. Ensuite, alors, si on passe, merci Sam, au niveau de la pointure du fit, ce qu'il faut savoir, c'est que comme on l'a dit juste avant, les muscles intrinsèques du pied ont un vrai rôle. Alors, c'est un rôle mixte qui, pour moi, alors au niveau physiologique du pédalage, comme au niveau physiopathologique, quand il y a vraiment un problème, il y a toujours un relais plantaire qui soit causatif ou adaptatif, et il faut toujours en tenir compte parce que c'est vraiment un élément fondamental puisque c'est par le pied qu'on appuie sur la pédale. Donc, il y a énormément de gens, de cyclistes, qui ont des pointures inadaptées à leurs pieds. Alors pourquoi? Alors ici, on a deux exemples assez frappants. Vous voyez sur la gauche, le pied avec la chaussette grise, là. On voit même pas la semelle de propreté dépasser tellement elle est courte. Donc là, évidemment, vous pensez bien que celui-là, il est très, très fité dans sa chaussure. C'est-à-dire qu'il est même serré, il est plus que fité. Et donc lui, il risque d'avoir des compressions vasculaires et neurologiques qui vont forcément induire des problèmes et qui va devoir compenser à d'autres étages, très probablement. Alors, il peut aussi déclencher des problèmes au pied localement, hein, parce que là, c'est vraiment très court, là, pour le coup. Donc, on en reparlera tout à l'heure par rapport au syndrome compressif, notamment le fameux feu au pied. Un petit peu comme les syndromes de Morton aussi, qu'on peut retrouver dans les chaussures de ville, etc. Et alors, sur la photo de droite, vous avez là la semelle de propreté de couleur jaune qui, elle, déborde d'au moins 2 pointures le pied pour la bonne et simple raison que le patient, en l'occurrence, a un avant-pied large et que donc, pour ne pas être trop serré dans sa chaussure, il est obligé de compenser en prenant 2 pointures de plus. Alors, le gros problème, c'est que déjà, il va avoir d'autres soucis plutôt, on va dire, de mouvement dans la chaussure, parasites. Et ces mouvements vont souvent être compensés par un serrage qui va être extrêmement important et qui, du coup, va occasionner d'autres problèmes. Et en plus de ça, il faut imaginer qu'en dessous de ça, vous avez en dessous de la chaussure donc cette fameuse cale. Et cette cale va pas être mise, enfin, les vis de serrage vont pas être mises à l'endroit opportun puisque son pied est plus court que ce qui est prévu dans la chaussure. Et donc, du coup, forcément, il va être toujours obligé de compenser. On va toujours être en bout de course par rapport au réglage. Et ça, c'est pas c'est pas quelque chose qui va être intéressant parce que on va toujours tourner en rond et on trouvera jamais de solution tant qu'il n'a pas changé de chaussure. En l'occurrence là, on pourrait lui conseiller à cette personne-là de choisir une chaussure avec des two box larges. Donc la two box, c'est la boîte à orteils, hein. Donc c'est la partie avant de la chaussure qui est plus large et qui peut tout à fait respecter quand même un arrière-pied fin, par exemple. Ou alors, on peut avoir quelque chose de globalement plus large. Alors, vous avez ici 2 types de chaussures en haut, là. Une qui convient bien à gauche au pied creux, donc qui a un fit fin, qui est avec une base plate relativement rigide. Et sur la droite, vous avez une base dans la chaussure qui est très tissée. Alors, on a l'impression comme ça que c'est un peu plus étroit, mais en fait, c'est l'inverse. C'est quelque chose qui est plus large et plus souple, plus tolérant, parce que justement, c'est tissé. Donc, c'est le fait que ce soit du tissu, c'est beaucoup plus tolérant. Donc, ça convient mieux au pied plat valgus, notamment, bien sûr. Alors ensuite, en ce qui concerne le serrage, on a plusieurs types d'artifices, on va dire. Vous avez le système qu'on a là, un peu comme ce qu'on retrouve sur les
sur les chaussures de ski, hein, le BOA système. Donc, ce sont on va dire des câbles qui sont serrés avec des disques. Alors, c'est très efficace, ça sert vraiment très bien. Alors ici, ce qui est intéressant sur la chaussure, là en l'occurrence jaune, c'est que vous avez 2 disques, donc vous pouvez faire un laçage différentiel entre le haut et le bas. Mais parfois, on n'a pas 2 disques, on va avoir un disque et une crémaillère, par exemple, comme vous allez voir sur l'image suivante. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu comme c'est des boucles micrométriques, comme on a sur les chaussures de ski. Donc c'est très facile à serrer. Le problème, c'est que ça ne se desserre pas une fois que c'est serré. Et donc, si c'est trop serré au départ, parce que, je reviens au truc de départ, le fit n'était pas adapté, alors on risque d'avoir des problèmes. Il faut noter quand même que le pied a une tendance à gonfler à l'effort, bien sûr, une vasodilatation. Et cette vasodilatation, on le verra, si en plus on a un serrage qui est trop important, plus un fit inadapté, alors on va au-devant des problèmes. Alors, il y a une dernière image avec une chaussure qui vous montre bien l'étendue du problème par rapport à ce fameux serrage. C'est que vous voyez, vous avez 3 points de serrage devant, donc un scratch, un disque et une crémaillère. Et derrière, en plus de ça, vous allez avoir un dernier clip de serrage pour rétrécir la partie arrière du contrefort et l'appliquer contre le tendon d'Achille. Alors, c'est des choses avec lesquelles il faut être extrêmement prudent et il faut faire très attention à l'ensemble du serrage pour pas qu'il y ait une compression générale du pied, bien sûr, dans la chaussure. Sinon, ça occasionne tout un tas de soucis. Alors, il faut savoir qu'en plus de ça, les chaussures ont des matériaux différents. Alors, Sam, tu peux mettre l'image juste après, si tu veux, merci. On a dans les chaussures des matériaux dans la semelle extérieure, donc qui est évidemment quelque chose de rigide et de plus ou moins rigide en fonction des matériaux. Alors, on va dire que le plus souple, c'est tout ce qui est polyamide et tout ce qui est beaucoup plus rigide va vers des alliages de carbone ou du carbone, bien évidemment. Au milieu, on se retrouve avec des matériaux composites qui ont un peu un mix des deux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que entre le polyamide et le carbone, vous pouvez avoir une augmentation d'environ 20% des pressions plantaires à effort égal, à puissance égale. C'est ce qu'on a dans le petit schéma que vous avez tout en haut à gauche là. Donc vous avez la cadence en fonction de la puissance, le pic de pression en fonction de la puissance développée. Et donc on voit bien que en bleu, vous avez tout ce qui est en polyamide et en blanc, là c'est les pointillés rouges, vous avez tout ce qui est carbone. Donc, plus à puissance égale, vous allez avoir une augmentation du pic de pression, plus la puissance augmente. Et plus la puissance augmente, plus l'écart entre le polyamide et le carbone est important. C'est-à-dire que le carbone occasionne vraiment, c'est ce qu'on disait, les 20% de pression plantaire supplémentaire. Alors, il y a un autre petit tableau juste à côté qui corrèle ce fameux pic de pression à la cadence. Et on voit que plus on augmente la cadence, plus on diminue ce pic de pression. Alors, lorsqu'on se retrouve, par exemple, face à une problématique où on a un patient sportif compétitif qui a une sésamoïdopathie, par exemple, eh bien, on peut tout à fait lui conseiller soit de faire des séances avec de moins gros braquets, donc en augmentant la cadence, par exemple, en moulinant un peu plus, pour diminuer ce pic de pression, diminuer la contrainte qu'on va avoir sur les sésamoïdes notamment. On peut aussi lui conseiller, ne serait-ce que temporairement, le temps de passer ce cap, soit de diminuer les contraintes par une chaussure plus souple, alors ce qui chez les pros est assez compliqué bien évidemment. Dans ces cas-là, on peut se servir aussi évidemment de l'orthèse plantaire qu'on va venir intégrer dans la chaussure pour diminuer ces contraintes-là. Alors, il faut savoir qu'en plus maintenant, ils ont rajouté tout un tas de choses au niveau des matières dans les chaussures en créant des différentiels de densité. Donc, c'est ce que vous avez sur l'image de droite ici. Avec une semelle extérieure, donc là, la partie noire qui est montrée par la flèche bleue, qui est beaucoup plus dense, beaucoup plus rigide que la partie blanche, ce qui va occasionner un petit peu comme on retrouve dans les chaussures de course à pied, avec les chaussures pronatrices, etc. On va avoir un effet un petit peu varisant de la chaussure. Alors, c'est des choses qui, malheureusement, sont difficiles à maîtriser.
Et alors, imaginez bien que si déjà on a ces phénomènes de gêne à l'intérieur de la chaussure, alors soit parce qu'il y a une douleur vraie, soit parce qu'il y a ce qu'on appelle une épine irritative d'appui plantaire en posturo, on appelle ça. Donc c'est des choses qui ne sont pas forcément conscientes, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément mal à l'orteil, mais on va avoir une démarche, enfin c'est pas vraiment une activité d'esquive, et cette activité d'esquive va être majorée encore par la chaussure. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'il faut connaître lorsqu'on traite des cyclistes pour pouvoir les conseiller sur le chaussage. Et évidemment, si on ne peut pas changer de chaussure parce qu'il y a des sponsors, par exemple, alors on est obligé de venir à l'intérieur de la chaussure pour s'adapter et permettre aux cyclistes de cicatriser. Il faut savoir que si, dans le cadre de l'épine irritative d'appui plantaire, il peut très bien venir se plaindre, ce cycliste-là, pas forcément d'une pathologie podale, mais d'une gonalgie, d'un problème de pli de laine ou de problème lombaire, par exemple. Donc évidemment, c'est d'où l'intérêt du diagnostic posé initialement. Alors ensuite, on retrouve énormément de choses dans les chaussures ou à l'extérieur des chaussures qui sont pour moi des problèmes. Alors vous voyez les petits pouces rouges qui descendent là, voilà, ça veut dire ce que j'en pense. Pour moi, c'est des choses qui sont inadaptées. Donc là, les wedges, c'est les cales qu'on a sur la gauche de l'image ici, sur la gauche de la dia. Donc vous avez les deux choses oranges là qu'on vient mettre dans la chaussure, qui sont des choses qui sont plus épaisses en interne qu'en externe ou l'inverse. Donc des cales qui ont un effet varus ou valgus qu'on vient mettre sous la semelle de propreté. Alors on en met une, on en met deux, on en met trois, et puis on oublie qu'on en a mis une, ou alors on l'a mise à l'envers, ou alors bref. Et sans jamais se poser la question de mais mon pied part vers l'intérieur, mais pourquoi il part vers l'intérieur? Est-ce que ce serait pas une compensation d'un problème sous-jacent? Est-ce que si mon pied part vers l'intérieur, ce serait pas physiologique? Est-ce que, enfin voilà, il y a tout un tas de choses comme ça qui sont faites en dépit du bon sens, à mon avis, et on joue un peu à l'apprenti sorcier en mettant des choses à droite, à gauche. Alors vous voyez en bas à gauche ici, on a aussi des wedges extérieurs à la chaussure qu'on intercale entre la cale automatique et la chaussure pour créer un effet varus. Donc ça, c'est des choses qui sont, à mon avis, assez hasardeuses. Vous avez beaucoup de semelles de propreté également qui sont, à mon sens, inadaptées, dans lesquelles il y a déjà des éléments. Alors vous voyez, en haut, ici, avec le pouce rouge, vous avez la semelle complète. Et à droite, je l'ai un peu désossée, on va dire, si je puis m'exprimer comme ça. Vous avez un ARC qui a été enlevé de quelques millimètres en mousse dure et une hémicoupole interne qui a été enlevée aussi. Alors, ces choses-là, on pourrait se dire, ouais, enfin, c'est juste de la mousse, c'est pas grand-chose. Le seuil de sensibilité du pied, il est extrêmement précis et important. C'est de l'ordre du millimètre et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement sensible. Et lorsqu'on vient mettre des choses qui sont inadaptées, ben, ça crée des problèmes. Donc ça, c'est des choses ce que je disais au tout début en disant, seul un professionnel de santé peut valider une correction, c'est en partie de ça que je voulais parler. Et après, quand on doit mettre quelque chose, une correction dans la chaussure, une dernière chose par rapport aux semelles ici, merci Sam. Alors vous voyez, il y a même chez on va dire qu'un professionnel de santé qui s'intéresse aux sportifs doit s'y intéresser jusqu'au bout. Et quand on décide de mettre un appareillage, cet appareillage doit être parfaitement adapté à la chaussure. On a vu que les chaussures étaient avec très peu de place. Donc, il faut respecter ça et faire vraiment quelque chose qui soit pas plein, comme on voit sur la gauche, là, qui est parfaitement inadapté au sport et a fortiori à la chaussure de vélo, mais plutôt des choses comme sur la droite, où on a des résines qui sont très fines, très légères. Voilà. Alors, on y va. Parce que je prends un peu trop de temps, pardon, je suis désolé. Le feu au pied. Alors, dernière chose par rapport à ça, la pathologie qu'on retrouve très fréquemment. Alors, on l'a dit, il y a une vasodilatation à l'effort, il y a un effet centrifuge à cause du pédalage, bien sûr. Et en plus de ça, on a un fit qui est très souvent inadapté et un serrage du pied dans la chaussure, ce qui va occasionner un conflit entre le contenant et le contenu, bien évidemment. En plus de ça, on n'a pas de déroulé du pied et donc, du coup, on n'a pas cette stimulation de la semelle de Lejar, de la semelle veineuse de Lejar. Et donc, du coup, on peut avoir une stase à cet endroit-là, une sensation de brûlure occasionnée. Rajoutez à ça qu'on a très souvent des pieds qui sont coincés. Alors, c'est pas vraiment le terme
exa, mais disons que fonctionnellement, il y a un problème, il y a une dysfonction, et cette dysfonction majore encore la sensation douloureuse, bien évidemment, et cette impression de brûlure. Voilà, je suis allé un peu vite sur la fin, mais je voulais pas trop déborder sur la présentation de Sam. Je suis désolé et j'espère que j'ai pas été trop long. Du tout. C'était très intéressant. C'était top. Merci, Pilou. C'était très bien. Il y a 2-3 questions. Celle de Fabien, tiens, je la fais apparaître. Tu étais sur la partie de Holmes et de Cops et il pose la question, est-ce que cela correspond à l'angle de force de poussée au niveau de Tadia? Alors, je ne sais pas si, Fabien, tu peux nous en dire un petit peu plus. Alors, c'était sur la diapositive. L'angle de force de poussée, c'est-à-dire attends, hop. Là, on revient. Oui, je vois par rapport à la projection. Ouais, bah, peut-être qu'il viendra après. Puis on l'angle de force de poussée. À la fin du live. Ouais, ok. Donc après, il y a Alexis Moreau qui a parlé que c'était tout à fait dépendant des préférences de chacun, mais là, tu as rebondi sur le sujet bien avant de répondre, donc c'est parfait. On retrouve tout à fait les mêmes contraintes qu'Aski. Donc moi, je suis pas du tout dans le vélo, j'en vois aucun. Et tout ce que tu dis sur le vélo, sur le volume chaussant du cycliste, on le retrouve chez le skieur. Donc, faut faire super attention au volume chaussant que nous, Podo, on va distribuer, distiller à nos patients, parce que faire des semelles trop épaisses, trop larges, entraînera beaucoup trop de problématiques. Et c'est pas possible de pouvoir donner un traitement qui entraîne d'autres problématiques. Donc, tout à fait d'accord. Alors, Pilou, il dit quoi Attends, je l'ai perdu, Fabien. Le moment de force maximum, point d'interrogation. Est-ce que c'est le moment de force maximum? Le moment de force max. Ouais. Niveau musculaire. L'angle Holmes, c'est un angle qui est pris en statique. Donc, c'est pas vraiment un angle, voilà, là qu'on a sur la partie gauche de la dia. Pour moi, le moment de force max, il serait plutôt au moment de COPS. C'est-à-dire quand la manivelle est à l'horizontale, c'est-à-dire c'est à ce moment-là qu'on a le plus de force d'appui sur la pédale. Quand la pédale est tout en bas, ben, on est dans une phase de transition. Donc, c'est pas, pour moi, il n'y a pas vraiment de correspondance entre le moment de force max et les deux réglages que j'ai montrés là. Si ce n'est que pour pouvoir faire un mouvement optimal, ben, il faut respecter tout ce qu'on a dit. Donc, c'est un peu… Enfin, voilà, je ne sais pas si ma réponse est très claire, mais… Non, c'est bien, c'est OK. Et autre question, donc, est-ce que c'est valable pour les réglages de VTT? Alors, ça dépend, non, pas forcément. Parce que ça dépend du type de… Là j'ai pris un exemple de vélo route classique. Mais en fonction de que ce soit un vélo de piste, un vélo de cyclocross, un vélo de VTT, de descente, enfin évidemment tout ça change. Donc non, c'est plus vraiment valable. Ok, parfait. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit, hein, c'était pour présenter de manière rapide la chose, mais on peut pas, c'est pas une valeur absolue. Hein. Non, mais on est tout à fait d'accord. Et puis entre chaque patient, même si on pense faire au mieux, mettre au protocole le mieux pondu, il y aura toujours des problématiques avec des patients. Il n'y a que l'examen clinique qui permet de valider. Ok, on nous a demandé est-ce que les qualités des matériaux utilisés vont changer l'effet de la rigidité de la semelle, c'est-à-dire on a bien vu que le carbone, plus tu étais rigide en carbone, plus augmenter les pressions plantaires. Est-ce que le fait de mettre des matériaux un peu plus mous entraînera… Oui, bien sûr. Bah, on peut atténuer les effets comme ça. Ouais. Quand on peut pas changer de chaussure, c'est intéressant d'agir dans la chaussure par leur test plantaire pour essayer de diminuer les contraintes quand il y a lieu. Ou voilà, oui, bien sûr. Eh ben parfait. Merci Pilou. Tu restes en ligne de toute façon. Hein. Bien sûr. Pour la suite, Sam, ça va être ton tour. Je suis prêt. T'es prêt?
J'ai oublié de dire aussi que Sam était un de nos intervenants monstrueux, beaucoup d'intervenants de la future Gazette qui va apparaître. Donc, merci Sam pour le temps passé pour Forefoot. Donc, ça va être cool. Donc là, on va te laisser parler donc, sur la biomécanique du cycliste. Eh ben, c'est parti. Je rebondis juste avant de mettre mon diaporama. Bonjour à tous. Je rebondis sur ce que Pilou, les sujets que tu as évoqués. Pour ceux qui sont dans le vélo, il y a parfois des évidences. Pour ceux qui sont en dehors du vélo, c'est vrai qu'il y a des concepts qui se rapprochent énormément, en particulier le fitting, la two-box, l'avant-pied, la cadence, les points d'appui. Et encore une fois, j'y reviendrai dans mon propos, mais je pense qu'il y a tout un côté performance où on veut absolument avoir le plus de rigidité, de légèreté, le plus de fitting au niveau du pied pour que le rendement soit meilleur. Mais à un moment donné, si on crée des pathologies, la performance va s'en trouver altérée. Donc il y a un compromis à trouver. Je vais réévoquer ça de mon côté. Donc voilà, c'était juste pour intervenir pour donner mon point de vue. Alors je lance le diaporama. Tu me dis Olivier si c'est bon. Si je peux y aller. C'est tout bon, c'est parfait, tu peux continuer. Feu. Ok. Merci Olivier de m'avoir fait intervenir dans ton magnifique live apéro. Alors c'est plus apéro là, c'est café. Pour parler de la biomécanique du cycliste. Alors position, analyse posturale, posturologie, comme l'a bien dit Pilou juste avant. Il y a beaucoup de termes, il y a beaucoup de choses. Moi, je suis pas un spécialiste à la base de ces domaines-là. Par contre, j'ai été invité pour faire donner mon point de vue en tant que médecin d'équipe professionnelle et puis aussi vous faire entendre mon agréable accent franc-comtois. Donc juste pour me présenter, conflit d'intérêt comme on fait habituellement. Donc moi, mon activité principale, c'est médecin référent de l'équipe de cyclisme professionnel qui s'appelle BNB Hotel Vital Concept. Donc on est en Continental Pro pour ceux qui s'intéressent au vélo. Et puis j'ai des activités annexes, que ce soit en termes d'enseignement ou en termes d'intervention, en particulier tout ce qui est médecine du sport, course à pied avec le diplôme universitaire de trail running. Pour les passionnés, je remercie d'ailleurs Olivier d'y être intervenu de son côté. Quelques cours à la faculté de Besançon, la Gazette comme on a dit. Puis j'interviens aussi dans l'athlétisme, dans des clubs locaux et dans le suivi d'athlètes de différents horizons dans l'athlétisme de haut niveau. Voilà. Donc pour le sujet du jour, comme je vous ai dit, moi je suis pas un spécialiste de la position, je suis pas un spécialiste podologique, je suis pas un biomécanicien non plus. Par contre, c'est des choses qui m'intéressent dans ma pratique. Mais Olivier, tu me connais, certains des spectateurs me connaissent aussi. J'aime bien le multidisciplinaire, j'aime bien l'approche globale et j'aime bien avoir une réflexion globale. Donc en fait, l'intervention, je l'ai fait courte, donc on pourra y poser plein de questions. Mais j'ai voulu intervenir sur des points qui m'ont paru essentiels, c'est-à-dire de replacer déjà le cycliste au centre de la prise en charge dans le contexte de la position. On soigne des cyclistes à la base, on prend en charge les cyclistes, on va optimiser une performance pour ceux qui s'en occupent au niveau de l'entraînement, mais on parle du cycliste bien évidemment. Comprendre que en fait l'analyse posturale, la position, c'est très important effectivement. Pour moi, c'est un outil parmi tant d'autres. Il y a beaucoup de choses qui interviennent. Que ce soit dans la prévention, que ce soit dans le traitement des blessures ou dans la performance. Je voulais vous faire part aussi de mon expérience de médecin d'une équipe professionnelle pour ceux qui ne connaissent pas trop, savoir ce qu'on fait nous en termes de position et comment on la place, comment on la positionne dans une équipe professionnelle. Et puis surtout, vous faire part d'expériences, mais aussi d'erreurs et de grandes notions à avoir, parce que je pense que en fonction de nos divers horizons, on a chacun notre point de vue, et finalement, c'est assez intéressant de s'éveiller au point de vue de tout le monde pour pas faire de grosses bêtises. Donc, moi, quand on me parle position du cycliste, moi, ma première question, c'est mais de quoi tu parles? Parce qu'on va parler de vélo, donc d'un vélo, la position. Donc, Pilou, il est revenu sur les principales caractéristiques cadre, potence, cintre, tout ça, pas de souci. Moi, ma question un peu plus indirecte, pour moi, il y a plusieurs éléments à prendre en compte quand on parle de la position du cycliste. Avant d'entamer ces éléments, juste un petit point, je remercie mon photographe d'équipe. Je l'ai copyrighté pour toutes les photos de notre équipe qui apparaissent, Franz Renan, s'il regarde. Donc voilà. Donc quand on parle de position du cycliste, moi mes premières questions c'est mais dans quel cadre on se situe? Déjà, une position, on a beaucoup parlé de plan sagittal, donc vu sur le côté, mais pourquoi on ne parlerait pas de plan frontal? Pourquoi on ne parlerait pas de plan transversal avec des mouvements d'épaule? Donc la position, c'est une position en 3 dimensions et même en 4 dimensions si on intègre le temps et le mouvement.
Ok pour la position, mais est-ce qu'on se place dans le cadre de la performance pure et dure? Est-ce qu'on se place dans le cadre d'un athlète blessé, donc en traitement? Est-ce qu'on se place dans le cadre d'un athlète avec des facteurs de risque, auquel cas on veut faire de la prévention des blessures? Se place-t-on dans le terme de confort, dans une situation de confort? Donc déjà, cette première réflexion, elle est très importante à mon sens, parce que plus on va approcher du haut niveau, plus on va se mettre sur la gauche de la diapositive, donc on va raisonner en sagittal et en performance, mais avant tout, un athlète performance, c'est un athlète qui est pas blessé, et un athlète qui est assez confortable sur son vélo, on va dire. Même si, bon, parfois, sur le vélo de chrono, on fait un peu le compromis sur le confort. Mais voilà, mais c'est quelque chose hyper important parce que moi, je veux bien une position hyper aéro, hyper performance, il n'y a pas de souci. Mais si le mec, il fait ça et qu'au bout de la deuxième étape du circuit du Dauphiné, il est blessé, il y a vraiment strictement aucun intérêt et c'est pas contributif. Le raisonnement, comme beaucoup de podologues longs, beaucoup de spécialistes, moi je pense qu'il faut prendre en compte le couple cycliste-vélo. Au-delà même du pied-chaussure ou pied-chaussure-vélo, c'est même cycliste-vélo, et on va y revenir juste après, avec l'éternelle question, est-ce qu'il faut adapter le cycliste à la machine, ou est-ce que finalement il faut adapter les réglages de la machine au cycliste? Et moi, mon point de vue, c'est que j'ai pas de réponse à vous apporter comme ça, et je pense qu'il y a une part des deux. Bien évidemment, je vais faire une diapo tout à l'heure là-dessus sur l'importance de l'examen clinique, parce qu'on reste des praticiens, on n'est pas des scientifiques en laboratoire, enfin il y en a peut-être qui nous regardent, mais je pense qu'à un moment donné, on raisonne sur de l'humain, sur du cycliste, et on est tous différents. Donc c'est quoi l'examen clinique? Et c'est là l'élément important, c'est pas simplement mettre le cycliste sur son vélo, sur une table d'examen, debout, assis sur une plateforme, et de le regarder, c'est aussi l'interroger. L'interroger sur qu'est-ce qu'il fait, ses pratiques, on va y revenir, mais un examen clinique, c'est un interrogatoire et un examen physique. Et ça, c'est très important, surtout pour l'athlète blessé, parce qu'on va se rendre compte que l'interrogatoire va être riche en enseignements, et souvent on a même la réponse à l'étiologie de la blessure, on a 90% de la réponse avec un bon interrogatoire. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit. Le cycliste, c'est un être unique. Donc le polymorphisme du cycliste, on est tous différents, ils sont tous différents. Donc il va falloir adapter la machine et adapter notre position en fonction de ça. Bien évidemment, un suivi rapproché, je pense que c'est important. Et surtout, et ça, j'aurais dû le mettre en gros et même en première diapo, à mon sens. Alors après, c'est compliqué de faire ça à niveau amateur quand on est chacun dans notre cabinet ou les petits clubs, mais clairement à haut niveau. Je vois pas comment on peut raisonner sur une position cycliste, une pathologie ou pas pathologie, peu importe, chacun de son côté. C'est une réflexion effectivement du médecin, de l'entraîneur, du kiné, de l'ostéo, du thérapeute manuel, du podologue, du podoposturologue, de l'expert. On a des sport scientistes qui font partie des staffs d'équipe, et même aussi de l'expert de la vie du directeur sportif, par exemple, ou des gens qui ont aussi le recul et l'expérience du vélo. Et c'est en faisant un mélange de tous ces avis, qu'on arrive à avoir quelque chose de correct et cohérent. Si chacun raisonne de son côté, à mon sens, on va droit dans le mur, puisqu'on va traiter un problème et on risque d'en aggraver un autre. Donc voilà, mes diapos sont pas très énormes, pas très chargés, mais en fait, je veux vraiment me rendre compte, enfin vous faire prendre l'importance de ces notions-là. Donc le cycliste, l'être unique. Je vais vous donner un exemple, mais je vois pas comment on peut parler de position. C'est bien, moi quand je discute avec des spécialistes, on va parler d'angle de flexion de hanche, de genou, comme tu nous as parlé, Pilou, de dorsiflexion de cheville, de longueur de cintre, de longueur de cadre. Très bien. Sauf qu'en fait, entre un mec qui fait 1m95, 80 kg et un mec qui fait 1m52, un Brian Cocard ou un Christopher Froome ou je sais pas moi Bernal, on va pas du tout avoir les mêmes choses. Déjà en termes de morphologie, mais aussi de l'âge, de la taille et du poids, de l'IMC, d'un antécédent de blessure ou pas. Quelqu'un qui a une rétraction du quadriceps parce qu'il a eu une blessure musculaire qui a mal cicatrisé et qu'il a un quadriceps qui est plus rétracté à gauche parce qu'il a une fibrose musculaire, vous comprendrez bien que le réglage ne sera pas le même alors que son compatriote a exactement la même morphologie que lui. Ses antécédents, bien évidemment, le contexte psycho-nutritionnel, tout ça, la morphologie, comme je vous ai dit. Là, je détaille juste un petit peu plus parce que ça fait partie des choses qu'on fait dans le haut niveau, c'est-à-dire qu'en termes de morphologie, on va raisonner sur la morphologie statique dynamique de notre coureur, mais aussi sur ses fonctions musculaires, myotendineuses, osseuses, ligamentaires, articulaires, et ça c'est très important dans le vélo.
La fatigue, l'entraînement, est-ce qu'il est malade, quel est son statut nutritionnel, on en a parlé. Et là, je vous fais un exemple. Donc, chaque cycliste est un être unique et je vais vous faire un petit exemple concret. Quelqu'un de notre équipe, une nouvelle recrue 2019 qui arrive. Donc, on lui fait un bilan de pré-saison. Je vous ferai un petit exemple après de ce qu'on fait. On reprend ses anciennes côtes de son ancienne équipe et de son ancien vélo. Bien évidemment, il faut se dire qu'il a changé d'équipementier vélo puisqu'il a notre équipementier. Et donc, en posturo, on juge que sa position, effectivement, elle est peu aérodynamique. Et on verra, on en parlera tout à l'heure, mais au pédalage, quand on le regarde sur le plan frontal, on observe un rappel externe de son genou, surtout à gauche. Bon, examen clinique plutôt correct. On va y venir après. Du coup, comme la position elle est peu aéro, on lui dit, écoute, voilà, on va avancer un peu la selle, on va incliner, on va diminuer, enfin, on va augmenter la hauteur de selle pour diminuer l'angle de flexion de hanche. Donc, du coup, en fait, il va avoir une position plus penchée pour les non-connaisseurs et donc une position plus aéro. Et ce sera mieux pour lui. Donc là, une réflexion posturologique qui se défend. Voilà, sur le plan de la performance. Et le but, je viens de vous l'annoncer. Et en fait, on se rend compte qu'au bout de quelques jours d'entraînement en stage, finalement, quand on le met sur home trainer, il a une aggravation de son rappel externe, puis commence à développer, alors peut-être pas au point de la tendinopathie, mais une douleur sur son biceps fémoral gauche, distal, à l'insertion, là, sur la tête fibulaire. Habituellement, on dirait kiné. Là, on s'est dit, on est quand même à haut niveau. Avec l'interrogatoire et la chronologie, on a bien vu qu'il y a eu des changements posturaux, donc on s'est penché là-dessus. Et en fait, il y a un truc tout con. Le truc tout con, c'est quoi? Le truc tout con, c'est ça. Alors, je ne sais pas si vous êtes éveillé un peu à la radiologie. Les radiologues qui regardent cette image vont voir le problème tout de suite. En fait, qu'est-ce qui se passe quand on regarde cette radio? Si on a bien examiné notre coureur, on voit le problème tout de suite. Il n'y a même pas besoin de faire une radio, mais chez lui, on l'a faite. Le signe, il est où? Il est là. Ça s'appelle le signe de la flèche. En fait, vous voyez que la tête de ces deux fémurs, alors nous, il est symptomatique à gauche, mais on le voit des deux côtés, elle est un petit peu anormale. On appelle ça une tête phallique. En gros, sa tête, elle n'est pas assez sphérique. Et du coup, à chaque mouvement de flexion, éventuellement de rotation interne et d'adduction, le mouvement phallique qu'on dit en médecine, la tête de le col du fémur qui est anormalement rond va venir taper contre l'acétabulum. Donc, ça va créer deux choses. Ça va créer un conflit. Donc, on appelle ça un conflit fémoro-acétabulaire, par effet CAM, peu importe. Mais surtout, avec le temps, ça va créer une limitation de mobilité. Et en plus, avec le temps, ça va créer des lésions du labrum autour de l'acétabulum, voire même des lésions dégénératives de la hanche avec des débuts de coxarthrose. Et en fait, ce monsieur-là, en voulant améliorer sa position vélo en étant plus aéro, on a commencé à créer des pathologies. Donc, il n'avait pas vraiment mal à la hanche, lui. Mais par contre, il a compensé sa position en faisant un rappel externe, puisqu'il pouvait pas faire de flexion complète de sa hanche. Donc, il allait chercher cette flexion en compensant sur l'extérieur. Et du coup, il s'est créé des douleurs d'adaptation. Donc, en fait, si on reprend le cas depuis le début, il y a deux choses qu'il faut retenir de cet exemple-là. C'est que oui, la position de performance, il faut y réfléchir. Mais attention, on n'est pas tous pareils. Et chez lui, c'était pas forcément la bonne réflexion à avoir. Enfin, en tout cas, il fallait réfléchir avec autre chose. Et deuxièmement, il avait une douleur au genou, mais le problème était à la hanche. Donc, ça rejoint ce que disait Pilou tout à l'heure, l'importance de l'examen clinique global, posturologique global du cycliste. Et voici un exemple concret qui vous illustre ça. On va pas y passer 2 heures, mais voilà, c'est un exemple. Donc, chaque cycliste est un être unique. Et je veux vraiment que vous reteniez ça. Ça se voit au niveau, mais ça se voit partout, en fait. On est tous des êtres uniques. Vous parlez de préférence motrice tout à l'heure. Moi, je m'intègre parfaitement dans ces réflexions-là. Mais voilà, donc à vouloir faire trop de posturo et de position, ce qui est très bien, je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas en oublier qu'on soigne des sportifs, des gens, des cyclistes. Donc l'être unique, il est aussi unique parce qu'en fait, il a sa pratique. Sa pratique, c'est quoi? C'est son sport, c'est son vélo. Je pense que la position, on doit la réfléchir aussi en fonction, donc en premier lieu du cycliste, mais en deuxième lieu de sa pratique. Est-ce qu'on est en début de saison? Est-ce qu'on est en hiver? En hiver, avec les stages hivernaux, avec le début des cyclocross, est-ce qu'on est au printemps? Printemps, c'est quoi? C'est les classiques. Les classiques, c'est 200 bornes, les pavés, c'est des courses d'un jour. Est-ce qu'on est en été? En été, c'est la chaleur, c'est la montagne, c'est des positions en danseuse, c'est des grands tours. Est-ce qu'on est en fin de saison? Fatigue, je veux plus m'entraîner parce que je suis en fin de contrat, enfin vous comprenez un peu. Donc voilà. Est-ce qu'on est dans une situation d'entraînement? Est-ce qu'on est en stage? Est-ce qu'on est sur une course d'un jour? Est-ce qu'on est sur une course par étape? Est-ce qu'on vient de changer de vélo? Est-ce qu'il est sur un vélo de cyclo? Est-ce qu'il est sur son vélo route, son vélo chrono, son VTT?
même son vélo de piste, voire son vélo de cyclo. Oui, j'en ai parlé. Donc moi, dans mon effectif professionnel, on a des coureurs qui sont champions sur la piste, comme Brian, comme Adrien. Bon, là, on a plusieurs champions de piste. On a beaucoup de coureurs qui font du VTT. On a beaucoup de coureurs qui sont plutôt type grimpeur. On a des coureurs, c'est plutôt le chrono. On a pas mal qui font du cyclo. Donc vous comprenez bien que la position, elle va différer en fonction de tout ça. Et la question de l'interlocuteur tout à l'heure était très légitime. Quid du réglage sur un VTT, sur un vélo route, sur un vélo chrono, sur un vélo de cyclo? C'est pas pareil. On va pas rentrer dans les détails, mais il faut juste avoir cette réflexion-là en fonction de notre cycliste et ce qu'on veut faire. Est-ce que Madia veut bien se passer? Oui, alors je vois pas ce qui est marqué derrière, mais tout ça pour dire qu'il faut avoir aussi une réflexion en fonction des orthèses et de pas mal de choses. Là, on était dans des réflexions globales. Maintenant, on va s'intéresser à un cycliste qui est blessé. La blessure. Et là, juste une notion qui est hyper importante. La blessure, comment on gère ça? Le blessé va venir vous voir, donc tous les interlocuteurs qui sont éveillés. Là, soit vous êtes cycliste, vous êtes blessé, soit vous êtes podologue, vous allez prendre en charge un cycliste qui est blessé parce qu'il va avoir une douleur de genou qui passe pas, une douleur au niveau du tendon d'Achille, j'en sais rien. Soit vous êtes médecin, vous allez le voir aussi en consultation. Soit vous êtes kiné, vous allez le prendre en charge aussi de votre côté. Soit vous êtes éventuellement vélofitter et il va venir vous solliciter pour modifier ses réglages. Mais ce qui est ultra important, un cycliste blessé, c'est qu'il faut l'examiner. Je trouverais ça aberrant de faire un réglage de vélo sans examiner quelqu'un. C'est aberrant. Pour moi, c'est aberrant. Je suis désolé, ça fait un peu grande gueule, mais je pense que l'examen clinique, c'est la base de notre travail. Et là, il y a deux grandes cases dans l'examen clinique. Il y a à la fois l'interrogatoire et l'examen physique. Pour régler une blessure, il faut essayer de comprendre comment il a apparu. J'aurais dû le mettre en rouge, ça, parce que souvent, les circonstances d'apparition, c'est un des éléments clés qui va nous dire, c'est peut-être cet élément qui merde. Et c'est peut-être sur cet élément qu'on va jouer pour traiter la personne. Traiter une tendinopathie, par exemple, oui, c'est peut-être modifier les réglages, c'est peut-être faire du concentrique, de l'excentrique, de l'isométrique, des ongles de socle, ce que vous voulez, comme vous voulez, c'est pas à moi d'en décider, mais c'est peut-être aussi de se dire que le mec, il a changé ses réglages et que si on revenait à des réglages antérieurs, il serait peut-être pas blessé. Donc, en fait, il faut aussi comprendre l'étiologie, parce qu'à mon sens, une douleur musculo-squelettique, quand on a vraiment compris l'étiologie, souvent, ben, on arrive à faire une synthèse thérapeutique plus innovante et plus intéressante. Donc, est-ce qu'il y a une chute? Est-ce qu'il y a un traumatisme? Où en est-il dans ces charges d'entraînement? C'est sûr qu'une même blessure avec les mêmes réglages en début de saison, ce ne sera pas la même chose qu'en fin de saison. Comme je vous ai dit, des modifications du matériel, donc il faut demander tout ça. Quels sont les facteurs déclenchants, améliorants? Si vous dites j'ai une douleur de hanche, sur mon vélo route je l'ai pas, mais sur mon vélo de chrono je l'ai, c'est inguinal, bah, il faut penser à ce conflit fémoro-acétabulaire. Les modifications musculo-squelettiques. Quelqu'un qui s'est fait un claquage, une blessure, plusieurs mois après, peut-être qu'il faudra revérifier les réglages du vélo. Les données nutritionnelles, le contexte psychologique, modification d'orthèse plantaire. Quand vous modifiez les orthèses plantaires, vous le savez tous, collègues podologues, mais ça ne modifie pas que la biomécanique du pédalage au niveau du pied. Il y a des retentissements sur tout l'organisme de la tête au pied, etc. Donc vraiment, un interrogatoire, c'est hyper important. Moi, quand je vois un coureur sur une heure et demie d'entretien avec un coureur pro, je pense que j'ai quasiment 45 minutes à 1 heure d'interrogatoire. C'est presque un interrogatoire policier, mais c'est indispensable. Après vient l'examen physique. Alors là, on va pas rentrer dans les détails parce qu'on pourrait y passer des journées. Je pense qu'il faut être systématique, allongé, debout sur le vélo. Il y a des manœuvres statiques et dynamiques, on va pas revenir dessus parce que ça peut être très compliqué, mais il faut examiner son sportif de la tête aux pieds. C'est pas parce qu'on fait des réglages sur un vélo que, en fait, il faut penser qu'au pied, qu'à la hanche et qu'à la cheville et qu'au genou. Il y a le dos, il y a le membre supérieur, il y a toute la posturologie. Enfin, ça, vous connaissez très bien. J'insiste peut-être sur quelques éléments importants. Les mobilités articulaires sont très importantes à vélo, plus qu'en course à pied parfois. En cheville, genou, hanche, c'est quand même des choses qui sont très importantes dans le cycle de pédalage. Les symétries musculaires, parce que jusqu'à preuve du contraire, les vélos, ils sont pas asymétriques. Enfin, sauf pour les fesses sur mesure, mais généralement, ils sont pas asymétriques. Donc, à un moment donné, il va y avoir une adaptation du sportif à la machine. Vous comprenez bien, quelqu'un qui a des asymétries musculaires statiques, dynamiques, ou de force, ou de profil force-vitesse, tout l'isocinétisme et les choses comme ça, sur ses membres inférieurs, mais même au niveau du tronc et du membre supérieur, ça peut avoir des retentissements. Donc, nous, c'est quelque chose qu'on surveille. Bien évidemment, le contexte neurovasculaire. Donc en fait, le but de tout ça, c'est de faire du diagnostic quand il y a quelqu'un qui est blessé, positif et différentiel, de comprendre la cause pour la traiter,
éventuellement de regarder et d'étudier d'autres douleurs qui peuvent finalement n'être que des compensations et pas l'origine de la douleur en elle-même. C'est la traditionnelle douleur de genou chez le patient qui a une coxarthrose en fait, donc le problème il est au niveau de la hanche et pas du genou. Et puis aussi de trouver, d'étudier quels sont ces facteurs de risque comme je vous ai dit. Alors après, on peut faire ce qu'on veut avec les réglages, Pilou en a bien parlé. Si on recule une selle, si on monte une selle, on sait qu'on va charger toutes les structures postérieures, mais par contre, on va décharger toutes les chaînes antérieures, globalement. C'est très simpliste, mais ça va être ça. Et on va avoir le schéma inverse. Si on avance la selle et qu'on la baisse, on va décharger les chaînes postérieures et on va augmenter les charges sur les chaînes antérieures. Ça, c'est des concepts globaux. Il faut bien évidemment examiner son cycliste avant et puis en déduire les modifications qu'il y a à apporter. Donc chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on était dans la situation du coureur blessé. Chez nous, en prévention, comment on travaille? Vous avez bien compris qu'on travaillait en multidisciplinaire et je veux que vous reteniez ça parce que c'est très important. Donc on a tout un staff. C'est qui le staff en fait? C'est moi-même, mes collègues médecins, un kiné ostéo, les podos, l'entraîneur, les entraîneurs, notre sport scientist, sans eux, excusez-moi, le préparateur physique, la direction sportive, aussi l'équipe de communication. Parce que là, je vais y venir, mais à haut niveau, il y a un petit élément qui change par rapport aux sportifs amateurs, c'est que on doit réfléchir avec ces vélos-là, avec ces pédales-là, avec ces selles-là. Il faut absolument qu'on voit la marque de ça. Il faut que la chaussure, ce soit telle marque. Donc, Pilou, on a un peu parlé. Alors, des fois, on est embêté, rarement, mais parfois, on est embêté, puisque finalement, ce matériel ne convient pas aux cyclistes. Il faudrait qu'ils changent de marque de pédale, j'en sais rien. Mais par des besoins de partenariat et de sponsoring, on peut pas. Donc, il faut trouver des adaptations. Donc, des fois, c'est un peu le système D. Je sais qu'en podologie, vous rivalisez d'ingéniosité sur le système D, mais voilà, des fois, il y a besoin. Donc, c'est important d'intégrer tous ces paramètres-là dans qui va prendre en charge notre sportif. Quel est le but de cette prise en charge multidisciplinaire en prévention? Donc là, on n'a pas de blessure, on est en prévention. C'est de faire un examen clinique complet, vous avez bien compris. Nous, on fait, généralement, moi, avant que je les voie, ils passent par la case kiné-ostéo. Souvent, il y a des petites choses à corriger, en thérapie manuelle aussi. On essaie de les examiner avec leur matériel de l'année, avec des tests de terrain, selon leurs habitudes, selon leurs ressentis, à eux et aussi au staff. Et quand est-ce qu'on fait ça? Quand est-ce qu'on fait ce suivi, cet examen polypréventif multidisciplinaire? On le fait à plusieurs moments dans la saison, c'est pas qu'une fois. On le fait en pré-saison, même des fois pendant le stage cohésion qui sert plus à faire de la cohésion des troupes qu'à faire du sport. Mais enfin, en tout cas, on les voit à ce moment-là. Au stage de décembre, au stage de janvier, alors avec l'augmentation des charges, le début de la fatigue, les premières courses, au mois de mars après le premier bloc, au mois de mai après le deuxième bloc et après toutes les classiques en vue des tours, et puis en septembre, fin de saison, à l'approche des dernières compétitions. Donc comme a dit Olivier tout à l'heure, là le planning est un peu chamboulé en ce moment, mais bon, on s'adapte grosso modo, voilà, c'est un peu ça. Donc c'est très régulier dans un staff. Et ça prend du temps, mais c'est très important de faire ça. Alors, je ne sais pas si les vidéos vont passer. Je vous montre juste un athlète que vous connaissez sûrement. Notre athlète français. Donc, c'est juste pour vous montrer. Alors, c'est dommage, on ne voit pas très bien sur les vidéos. Je pense qu'elle ne passe pas très, très bien. Mais il a un rappel genou gauche quand on l'a fait. Et en fait, finalement, on n'a fait rien du tout sur eux, puisque c'était ancien. Qui, quand ça a été corrigé au niveau positionnel, a créé des douleurs adaptatoires. Donc en fait, on est resté en termes de performance, de prévention des blessures et de prise en charge de ces blessures. Lui, on a toléré cette petite modification posturale qui n'était pas forcément la plus jouissive pour les experts en posturologie, en analyse posturale, pardon. Mais qui par contre, sur le plan de la performance, c'était quand même plus intéressante parce qu'il n'était pas blessé en fait. Donc c'est vrai que quand on n'est pas blessé, on est plus performant. Donc les règles d'or, pour en terminer, les règles d'or pour moi en tant que médecin dans un staff et pour tout notre staff, c'est quoi? C'est aucune modification de réglage, aucun réglage juste sur des arguments d'angle. Moi, on va pas venir me casser les couilles, je suis désolé de la vulgarité, mais pour me dire que l'angle il est à peine trop grand ou à peine trop petit, si tout le reste va bien. Dans la limite du raisonnable, bien évidemment. On ne modifie pas des réglages en cours de saison si tout va bien. En absence de blessure, de facteurs de risque de majeur de blessure ou d'altération de la performance, ce serait une erreur que de dire je vais monter ma selle juste parce que ça me fait plaisir en plein milieu du Tour de France. Pour les nouvelles recrues, on essaie de reprendre tous ces réglages et ces cotes habituelles. Après, on les adapte en fonction des cadres. Vous savez très bien pour les vélocistes que les cadres des vélos, le matériel, c'est pas le même.
Mais voilà, on ne fait pas de modification. Et ça, c'est une demande envers nos mécanos. Pas de modification de réglage sans avis médical ou avis du staff médical pour toutes les raisons que je vous ai évoquées avant. On ne modifie pas, bien évidemment, sans examen physique. Et on utilise uniquement les vélos validés par le staff. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le haut niveau, mais voilà, les coureurs, on a notre partenaire, ils leur donnent des vélos. Enfin, ils leur fournissent des vélos pendant leur durée de contrat, qu'ils ont pendant les courses, mais aussi chez eux. On leur demande bien évidemment de rouler sur leur vélo, c'est mieux que de rouler sur leurs anciens vélos. Et puis, bien évidemment, ça, c'est une problématique qu'on a de temps en temps. Les vélos de chrono, vous savez, dans les équipes, le chrono, parfois, c'est pas forcément la spécialité. Donc, moi, j'ai vu des cyclistes qui testaient pour la première fois leur vélo de chrono le jour du chrono, en fait, sur une course par étape. Donc, je pense que c'est pas forcément top. Et donc, l'idée, c'est qu'on teste aussi les vélos de chrono très tôt dans la saison. Et je conclue avec ça, parce qu'en fait, moi, quand on parle de pathologie, et là, finalement, on a parlé du feu plantaire, ça me fait plaisir, mais en fait, finalement, la pathologie du cycliste en lien avec la position, c'est pas uniquement les pathologies musculo-squelettiques, les douleurs, les tendinopathies, les élongations, ce que vous voulez, c'est aussi toute la pathologie périnéale. Je vais pas rentrer dans le détail, mais pour ceux qui font beaucoup de vélo et qui reprennent, là, ce home trainer, vous avez dû vous en rendre compte que le périnée, c'est une zone adaptative très importante. Donc, chez le cycliste professionnel, je peux vous assurer qu'il y a une adaptation périnéale, mais il y a aussi énormément de pathologies périnéales. Et chez la femme aussi, on en parlait juste avant. D'ailleurs, c'est un sujet tabou, mais c'est très important d'en parler en termes de prise en charge. Et les réglages influent énormément là-dessus. On a la pathologie neurologique périphérique, le syndrome du piriforme. Je peux vous assurer avec la sciatalgie qu'il y a un caractère positionnel très important. Aussi au niveau des mains, canal carpien, syndrome du nerf ulnaire dans le canal de Guyon, c'est une pathologie très fréquente et qui est liée à la position des mains sur les cocottes et sur le cintre. Et j'en passe. Et puis aussi toute la pathologie vasculaire, on a évoqué le feu plantaire tout à l'heure, la pathologie vasculaire, l'artère poplitée piégée, le retour veineux, tout ça c'est très 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 important, donc on ne parle pas que de musculo-squelettique, et c'est important d'y penser. Je finis par un exemple, par un dernier cas clinique avant de prendre la parole, j'espère que je vous ai pas trop monopolisé. Mon cas clinique, en fait, il est juste pour vous éveiller un petit peu à ce qu'on voit vraiment en pratique, et puis la réflexion, faire une conclusion de tout ce qu'on a vu avant, et comment on intègre la position dans tout ça. Je vous prends un cycliste de l'équipe, début de saison, il vient me voir, alors il venait d'une autre équipe, hein, donc c'était une nouvelle saison, il vient me voir et me dit « j'ai mal devant le quadriceps, là, j'ai mal, ça m'embête, moi ça fait déjà des mois et des mois que j'ai mal, mais dans mon ancienne équipe j'en ai pas trop parlé, parce que j'étais en fin de contrat, et du coup si on dit qu'on est blessé, vous comprenez bien qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont essayer de l'embaucher, le mec, donc du coup généralement les cyclistes professionnels à la fin de leur contrat et quelques mois avant, ils ont une disparition complète de leur blessure, tout va bien. Et une fois qu'ils arrivent dans un nouveau stade, dans une nouvelle équipe, en fait, ils ont des douleurs. Bon. Donc, il me parle douleur de cuisse droite, non, c'était gauche, pardon, gauche, à l'effort maximal, et puis qui persiste un petit peu après. Voilà, ça s'améliore pas. Il en a parlé un petit peu avant dans son ancienne équipe, avant la fin de son contrat. Il a vu le kiné, ça améliore un petit peu, mais bof. Bon. Nous, on l'examine. Effectivement, il a le quadriceps gauche qui est plus raide que le droit, donc la manœuvre talon-fesse qui est asymétrique. On a une douleur modeste à l'étirement aussi, à la palpation bof, peut-être un petit peu sur le droit fémoral, mais sur les vastes, ça va. Contraction iso et excentrique indolore. Sur le vélo, ça lui fait mal. Alors après, effectivement, dans le stage de décembre, il reprend les charges. Ça lui fait mal. Voilà, dès qu'il pousse un peu fort sur les pédales, dès qu'il met du braquet, ça lui fait mal. Bon, c'est embêtant. Au niveau positionnel, on va changer les choses. On change des choses. Nous, c'est vrai que la position convient pas à nos vélocistes. Alors bon, on va faire ça, on va changer un petit peu les semelles aussi. Ça va pas. Les kinés vont faire des petits protocoles, étirements, machin. Comme il y a une raideur, on pense que ça vient sur cette asymétrie. Globalement, on part du stage de décembre, tout va bien. Et puis finalement, quand je le revois en janvier, avec le traitement kiné, il n'y a aucune amélioration. Bon. Toujours cette douleur, voilà. Puis là, en plus, avec les charges d'entraînement, avec les 25-30 heures de vélo par semaine depuis, il a toujours mal, ça le fait comme des crampes, ça le brûle, ça lui fait mal sur le quadri. Alors, ça descend pas au départ, c'est vraiment le quadri, peut-être un petit peu la fesse, à droite, pas du tout. Il a fait ses changements de position, hein, tout, ça a rien changé. Voilà, donc on revient à l'ancienne position, on décharge au niveau antérieur, ça fait strictement rien, on remodifie une fois les orthèses, que dalle. Voilà, donc là on se dit ok, chez le pro ça va vite en imagerie, échographie, IRM, rien, que dalle. Walou, la hanche nickel, le dos nickel. Bon, on commence à être un peu embêté. Enfin, on n'était pas embêté parce que le diagnostic, on l'a posé très fréquemment, mais là, je voulais vous éveiller là-dessus. Alors, certains d'entre vous ont déjà la réponse, mais qu'est-ce qu'on évoque
là-dessus, moi, je voulais vous éveiller à une pathologie qui est très, 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 très fréquente, malgré le peu de fois qu'on en parle en formation, c'est l'endofibrose artérielle iliaque externe. Donc, c'est une pathologie des vaisseaux, des artères, du membre inférieur. C'est une artère qui s'obstrue. Et en fait, je voulais vous en parler juste là, comme le feu plantaire par Pilou juste avant, pour vous éveiller à ça. Ok, il y a une douleur qui ressemble à une douleur musculo-squelettique à l'effort en début de saison, qu'on pourrait attribuer à une mauvaise adaptation avec des éléments musculo-squelettiques en faveur, mais surtout, pensez à autre que le musculo-squelettique. Pensez aux vaisseaux, pensez aux nerfs, pensez aux téguments, pensez aux tissus mous autres que le musculo-squelettique, et en particulier, pourquoi je vous parle de ça? Parce que mes collègues, en tant que médecin du cyclisme, on y est sensibilisé, mais je sais que les personnes qui ont peu l'habitude d'en voir, ou alors les professions paramédicales, kiné, podo, ostéo, qui ont peu l'habitude de voir des cyclistes, pensez-y chez quelqu'un qui vous est adressé pour une douleur du membre inférieur, qui persiste et qui arrive à l'effort, faut penser à ça. Alors, je me suis amusé parce que c'est un problème qui m'intéresse énormément, à faire une grande biblio, à faire un petit peu d'infographie, parce que j'aime bien ça, et puis de former un peu tous mes collègues là-dessus. Et c'est une problématique qu'on a. Voilà, on pourra se la partager après si vous voulez. J'ai fait une infographie avec les dernières données. Le centre, les experts de référence, c'est à Lyon avec professeur Feugier et ses anciens collègues Chevalier et Rouvière, qui ont beaucoup travaillé sur le sujet. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'endofibrose artérielle, c'est quoi? C'est une obstruction artérielle au niveau du pli de l'aine inguinal, généralement, qui arrive à l'effort. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une pathologie qui est énormément liée aux flexions-extensions de la hanche, mais c'est pas des flexions-extensions du cycliste du dimanche. Hein. Voilà, ça arrive déjà chez le cycliste, un peu en patinage de vitesse aussi, en triathlon, en rugby, en haltérophilie. Ça apparaît chez des mecs qui généralement font 15 à 20 000 km par an, donc ce qui est quand même déjà relativement important. Et puis ça apparaît pas en début de carrière, ça apparaît au bout de 120, 140 000 km de carrière. Donc généralement c'est 25, 27, 30 ans. Ça arrive plus souvent chez l'homme, puis un petit peu plus à gauche, même si bon 52% c'est pas foufou. Et parfois ça arrive des deux côtés. Et comment ça se manifeste? Ça se manifeste par des douleurs, des crampes, une sensation de gonflement, de cuissard qui serre, une faiblesse musculaire, et ça arrive tout ça à l'effort, et surtout l'effort intensif. Et ce qui est assez caractéristique, c'est que ça disparaît quand on diminue l'effort, ou ça disparaît quand on arrête l'effort. Donc on appelle ça une claudication. Pour ceux qui sont en médecine, qui connaissent, la claudication vasculaire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une inadéquation entre la capacité du corps et du vaisseau qui est un peu obstrué à apporter du sang à un muscle qu'en demande beaucoup plus. Ça se localise où? À la cuisse, au mollet parfois, à la fesse, en fonction de l'artère qui est touchée, mais c'est quand même très régulièrement au niveau de la cuisse. Parfois au niveau de la fesse, il faut y penser en diagnostic différentiel d'un syndrome du piriforme qui passe pas. Et puis bien évidemment, des fois, chez le cycliste pro, c'est simplement une asymétrie des capteurs de puissance. On voit qu'il commence à avoir 52, 48, 54, 46, sans aucune explication. Des fois, il faut un peu enquêter de ce côté-là, et ça nous est arrivé chez un coureur de faire ce diagnostic là-dessus. Donc voilà. Alors après, je m'étends dessus, mais juste une minute pour comprendre le principe. Si un jour vous avez une suspicion, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une obstruction en physiopathologie, c'est une artère qui se bouge. Il y a un segment libre en fait de cette artère qui est au niveau de la jambe, qui va bouger, qui va être plus ou moins long. Et en fait, si on regarde le facteur positionnel là-dedans, souvent on s'est dit, c'est plus la hanche est fléchie, plus on a de risques. En fait, oui et non, quand on regarde la science et la littérature, le segment il est mobile, donc en fait il bouge quand même. Ce qui est plus à risque, en fait, c'est pas forcément l'angle de flexion, c'est plus les mouvements répétés de flexion-extension. Donc partant de ce postulat-là, si on veut trouver des facteurs préventifs et des facteurs positionnels pour le traiter, le meilleur moyen d'améliorer la symptomatologie, c'est de lui dire d'arrêter de faire des flexions-extensions. Autant dire que de demander ça à un cycliste, ça va être très compliqué pour la suite de sa pratique. Voilà, le diagnostic, comment il se fait? L'examen clinique, il est difficile. On fait des échographies, on va mesurer des pressions artérielles, mais même ça, quand c'est négatif, ça n'élimine pas le diagnostic. Il faut faire des examens vasculaires poussés avec des injections de produits de contraste dans les artères, donc ce qu'on appelle les angioscanners angio-IRM. Et là-dessus, alors il faut faire ça dans des centres de référence. Je vous invite à faire ça. Pourquoi? Parce que les radiologues sont éveillés à la lecture de ces imageries, et surtout les chirurgiens vasculaires, qui sont les spécialistes qui prennent en charge cette pathologie, sont éveillés à la lecture de ces imageries. Il m'est arrivé plusieurs fois d'envoyer des cyclistes dans un cabinet de radiologie
performants, hein, mais qui n'étaient pas ouverts à la lecture de ces examens-là et qui ont fait du diagnostic négatif et qui, en fait, finalement, après envoi dans un centre de référence, on a découvert et on a affirmé plutôt des pathologies et qui étaient déjà visibles sur des examens antérieurs. Et voilà. Donc, est-ce que tout marche? Oui, tout marche. Ok. Je lis les messages qu'on m'envoie en même temps, tout marche. Très bien. Ensuite, il m'envoie des conneries en plus. Hein. Pour la prise en charge, pour cette endofibrose, juste si vous êtes amené à voir ce genre de patients, adressez-les dans les centres de référence. Donc pensez à des médecins du sport ouverts dans le vélo, mais pensez à ce centre à Lyon ou CHU. Le traitement médical, franchement, il n'est pas efficace. Hein. Ce serait de dire au mec d'arrêter de pédaler ou d'arrêter sa carrière si c'est un cycliste pro. Alors nous, on en a un qui a arrêté sa carrière là-dessus. Mais c'est difficile comme décision. Modifier la posture, ça donne pas énormément d'effet une fois qu'on a le diagnostic posé. Vraiment, le traitement, il est chirurgical. Alors, on va aller déboucher l'artère, faire des patchs, machin. Bon, on va pas rentrer dans les détails. Mais ça bousille une demi-saison pour un cycliste professionnel. Et c'est pas une opération anodine, c'est une opération artérielle. Donc, autant vous dire que c'est un choix qui est pas facile. Mais voilà, moi, depuis que je suis dans le staff d'une équipe professionnelle, pour vous dire, j'ai dû en avoir 5, 6 qui ont eu cette pathologie opérée. Donc, c'est très, très fréquent, finalement, sur un effectif de 20, c'est beaucoup. Et pour discuter avec mes collègues médecins d'équipe professionnelle français, en tout cas, c'est une pathologie qui est très fréquente. Donc, si vous êtes amené à voir des cyclistes, pas forcément professionnels, mais des cyclistes qui font des bornes, pensez-y devant des douleurs qui sont un peu atypiques du membre inférieur. Donc voilà, j'espère, j'ai pas mis de mot de conclusion, mais juste pour la faire oralement, j'espère que vous avez compris un peu ma position. J'ai pas de réponse à des questions précises, on pourra en débattre des heures, hein, sur les angles, sur le syndrome fémoro-patellaire, qu'est-ce que vous faites. Mais juste, moi, Olivier m'a demandé de parler un petit peu plus de mon expérience de terrain. Donc j'espère vous avoir éclairé avec cette expérience de terrain, et puis voilà, je vous remercie. Eh ben, merci à toi, Sam. C'est extrêmement intéressant. Moi, j'adore ton côté pluridisciplinaire, d'échange interprofessionnel. On a tous un savoir, tous une certaine richesse, et tout partager, c'est quand même assez extraordinaire. Tu parles beaucoup sans être formé de préférence, c'est extrêmement important, parce que pour nous, on se rend compte que personne n'est pareil. Et donc, tu en parles pas mal sur le vélo, c'est bien d'en parler vraiment sur le vélo, comme Pilou a pu le faire juste avant. On a 2-3 questions, je vais les mettre en ligne. Tac. Quelle est l'approche du doc en début de saison sur l'asymétrie frontale en bipède ou le cul sur la selle? Alors sur le plan frontal, ouais. Alors là, la question se pose, est-ce que c'est dynamique sur le vélo ou est-ce que c'est en statique? Vu que c'est bipède, je pense que c'est peut-être en statique la question. Après, l'approche, elle est complexe. C'est comprendre la cause. Donc après, il faut examiner la personne. On a une asymétrie. Est-ce que c'est musculaire? Est-ce que c'est ostéo-articulaire? Est-ce que c'est osseux? Pardon, j'ai déjà dit ostéo-articulaire. Est-ce que c'est quelle est la localisation de cette asymétrie? Est-ce que c'est la fameuse inégalité de longueur du membre inférieur? Est-ce que c'est une rétraction quadricipitale? Est-ce que c'est un problème de bassin? Est-ce que c'est le dos? Enfin voilà, déjà donc un aperçu un peu plus étiologique, donc ça passe par un examen clinique. Et puis ensuite donc l'examen clinique en dehors et sur le vélo. Et après on a l'éternelle question, effectivement, nous on voit des asymétries de longueur de membre inférieur. Alors des vrais, moi j'en ai eu qu'une de mon effectif pro. Donc après il y a des adaptations. C'est vrai que nous on aime bien que les mecs, après encore une fois, on peut en parler avec Pilou. Qu'est-ce que dit la science et quels sont nos a priori? Parce que, encore une fois, moi, j'entends tout le monde dire, j'entends beaucoup de gens dire, sur le vélo, il faut que le bassin soit bien droit. Et il faut, quand on le regarde de face, les genoux ne bougent pas, ce soit bien aligné, tac, 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 que ce soit beau, propre à voir. Et en fait, en pratique, pour la perf, peut-être. Après, en pratique, on a des mecs il y en a beaucoup de gens qui sont comme ça. Et en fait, on en a quelques-uns qui ont un petit rappel externe comme ça, ou qui ont un bassin qui bouge un petit peu. Puis en fait, au final, alors il y en a chez qui c'est de la pathologie qu'on va corriger, qu'on va adapter, puis il y en a d'autres chez qui on va le laisser. Donc voilà, je rappellerai peut-être juste une étude qui est assez intéressante où il y a eu une corrélation entre les mouvements. Alors on regarde sur le plan frontal un cycliste pédalé entre les mouvements latéraux des deux genoux et un surrisque. Enfin, un risque relatif de développer des pathologies de genoux qui seraient plus importantes. Donc c'est vrai qu'en pratique, moi quand je vois des rappels externes, des genoux qui bougent comme ça en frontal, j'essaie toujours de comprendre la cause et puis j'essaie toujours, même si c'est pragmatique, que c'est peut-être pas evidence-based practice,
J'essaie de compenser pour m'assurer que ça développe pas une autre pathologie, mais en pluridisciplinaire, quoi. Dans l'évidence-based, de toute façon, on se base sur la science, mais aussi sur les préférences du patient. Donc, forcément, à un moment, il faut le soutenir. Petite question donc, de Fabien. Alors, petite question de Fabien, est-ce que le polymorphisme est différent des préférences? Moi, je dirais oui. Ouais, moi quand je parle de polymorphisme, attention, c'est pas pareil, hein. Quand je parle de polymorphisme, ça veut juste dire une différence de morphologie. Enfin, des morphotypes différents, qui peuvent être osseux, ligamentaires, articulaires. Voilà, on est tous différents, on a tous une lordose différente, un dos de Roussouli type 1, type 2, une flexion de hanche, machin. Voilà, moi le polymorphisme, je le vois sur le plan vraiment structural. Après, pour les préférences neuromotrices, il y a une composante structurale aussi, mais il y a une composante neurologique de commande, de commande motrice, de rétrocontrôle, d'enregistrement neurologique central et périphérique, proprioceptif. Enfin voilà, c'est une intégration qui peut ne pas se voir sur de la morphologie, mais qui peut aussi, qui se voit sur en dynamique et sur l'étude neuromusculaire, quoi, en tout cas. Innée ou acquise. Bon, après, ça c'est encore un autre débat, mais. Après, Pilou, j'ai des questions pour toi, t'inquiète pas. Sam, est-ce que tu as beaucoup de coureurs qui ont des douleurs cervicales? Alors, c'est Andrea qui répond. Ouais. Je le connais un petit peu. Juste lui dire qu'il a oublié d'amener sa bière la dernière fois. Tiens, devant tout le monde, devant tout le monde. Ça, c'est pas bien. Bref, non, est-ce que j'ai beaucoup de douleurs cervicales? Oui, j'ai des douleurs au cervical qui sont plutôt musculaires. Alors, élévateur de scapula, chef supérieur du trapèze, un petit peu les épineux. Enfin voilà, on a pas mal de choses qui se voient. Alors après, encore une fois, ça dépend du morphotype et tout. Mais grosso modo, on le voit sur la position vélo-chrono avec l'hyperextension du rachis cervical. Ça, c'est assez pratique. Et plus les étapes sont. Alors là, tu parles, Andrea, d'ultracyclisme, enfin tout ce qui est ultra-endurance. On le voit vraiment quand il reste longtemps comme ça. Et aussi, un truc, je l'ai pas évoqué, mais les douleurs musculaires, les DOMS, les contractures en langage plus commun, c'est vrai qu'on les voit plus souvent sur les épreuves où les mecs ils sont très contractés sur le vélo. Et je peux vous promettre que les gars qui font Paris-Roubaix, ils reviennent beaucoup plus déglingués qu'une petite course en Charente-Maritime au bord de la mer ou je sais pas où, quoi. Donc, douleur cervicale, oui, sur les classiques et sur la position sur le vélo de chrono, ouais. On enchaîne. Tous les combien vous réétudiez la posture des vélos sur un sujet asymptomatique? On le fait global. Bah, c'est ce que j'ai dit là tout à l'heure, quand. Donc, on fait vraiment un gros bilan de début de saison. On refait des petites. Alors, bilan de début de saison, généralement, c'est novembre. Ensuite, on fait des petites checks un petit peu moins poussés, mais quand même en posturo décembre, janvier, généralement, sur les stages de pré-saison. Et puis ensuite, après, on fait des stages aussi en saison. Parfois, ça dépend du calendrier, ça dépend pas mal de choses. Mais en gros, c'est possible, c'est éventuellement faisable. Alors, on parle bien de coureurs asymptomatiques, mi-saison, et voilà, dans les stages de mi-saison, on le fait. On parle du coureur asymptomatique. Hein. Chez le symptomatique, on sera plus rapproché. Allez, une petite question pour Pilou. Pourquoi les chaussures font des corrections standard? La grande question, le grand débat. Ça coûte trop cher de faire des moules différents. Alors, je conçois pas de chaussures et donc j'ai pas la réponse, mais j'ai en tout cas réfléchi à ça. Et à mon avis, c'est le market qui dirige la sauce, hein, de toute façon. Donc, moi, je pense qu'on voit beaucoup de cyclistes avec des pathologies et qu'on se dit qu'en modifiant le matériel, on y trouvera des solutions. Et c'est à partir de là que ça démarre. C'est comme dans la course à pied, le trail. Enfin voilà, les marques sont les sauveuses de nos corps meurtris. Sauf que c'est, comme on l'a dit là, que je pense avec Samuel, on est d'accord, c'est pas si simple, quoi. Après, moi, j'ai une remarque qui rejoint un peu les chaussures. C'est pas les chaussures, mais c'est le vélo. Parce qu'on pourrait se dire, ouais, on fait les vélos sur mesure et tout, ce que vous voulez. Je peux vous assurer qu'en haut niveau, quand vous avez déjà un fournisseur qui vous fournit tous les vélos, parce que c'est une quantité de matériel importante, lui demander de faire des cadres. Alors, les tailles, ça va, mais des cadres de morphologie différente. Vous savez que pour faire des cadres en carbone, il faut des moules en acier qui valent des millions d'euros. Donc, je peux vous dire que redemander à son partenaire de refaire des cadres personnalisés en fonction du cycliste,
C'est très compliqué. Nous, on n'y arrive pas avec nos partenaires. Je pense qu'à part peut-être la grande marque pétrolière de Christopher Froome, pour faire du cadre personnalisé, c'est très compliqué. Hein. On l'adapte, mais personnalisé, c'est très compliqué. Je parle du cadre. Ok, ouais. Alors là, je vais avoir une dernière question, parce qu'après, sinon, ça fait déjà beaucoup trop longtemps le live. Question de Julia. Sur donc un patient, 30 ans, 15 000 km par an en vélo, douleur persistante de genou au pédalage, genou gauche, rien à la radio, à l'écho, kiné, ostéo, aucun changement, douleur persistante obligeant l'arrêt du vélo, pas de douleur à la course à pied ni au ski de fond, parfois douleur bilatérale quand il force, doit-il envisager l'endofibrose? Ouais, alors après, encore une fois, je vais être chiant, hein, mais je pense que c'est compliqué de donner un avis comme ça sans voir les mecs. On est d'accord. Première chose. Deuxième chose, radio écho normal chez un cycliste intensif, faut pacifier parce qu'encore une fois, quand on en arrive à des images, c'est qu'il y a des lésions tissulaires, donc c'est déjà un peu embêtant. Sam, je me permets de t'interrompre une seconde, mais là, c'est pas précisé, mais c'est radio écho du genou qui a été faite? Ouais. Ouais, oui. On peut pas savoir, mais voilà, c'est compliqué. Il y a, par exemple, un exemple concret sur le genou, il y a beaucoup de syndromes fémoro-patellaires. Des fois, on va jusqu'à l'IRM. On a un syndrome clinique objectivable. On va jusqu'à l'IRM. L'IRM montre que dalle, mais il y a un syndrome clinique objectivable. Donc, les examens négatifs ne doivent pas remettre en cause les diagnostics si on a un doute clinique important, sauf pour l'endofibrose, bien évidemment. Et puis après, ça va dépendre. Il faut à un moment donné, de toute façon, si sur le plan clinique, on a écoulé tous les trucs vraiment intéressants, qu'on est sûr que cliniquement ce soit pas un problème. Alors chez le cycliste, on va dire tendinopathie quadricipitale rotulienne, syndrome fémoro-patellaire pour le genou principalement. Si on a déjà éliminé ces grands cadres-là et qu'il y a une symétrie musculaire, que tout va bien, qu'il n'y a pas de changement de réglage de vélo, enfin tous les facteurs qu'on a énumérés avant, les semelles, les chaussures, machin, tout ça, et puis que ça passe pas, qu'on a tout fait, à un moment donné, il faut se poser la question de l'endofibrose. Sachant que l'endofibrose, quand même, cliniquement, typiquement, c'est pas le genou vraiment, c'est plus la cuisse. Ça chauffe, ça brûle, ça pique, ça fait très mal, le cuissard il serre, ça oblige à l'arrêt de l'effort. Mais par contre, en fait, il y a quand même un effet seuil, et ça c'est un truc que je veux que tout le monde retienne, il y a un effet seuil. C'est-à-dire que dès que le cycliste, il va te dire, moi c'est à partir de 400 watts. Voilà. 380 watts, j'ai pas, 400 watts, je l'ai. Et les cyclistes qui connaissent, qui ont des capteurs, ils vont me le dire. Et ils vont le dire, l'année dernière, je poussais à 400 watts, je l'avais pas, là, je pousse à 400 watts, je l'ai. L'année dernière, je montais la côte là, à la même vitesse, je l'avais pas, là, je l'ai. Donc, il y a un effet seuil d'intensité. Et surtout, il y a un effet arrêt. Arrêt ou diminution de l'intensité, c'est-à-dire que dès qu'il redescend à 300 watts, 250, ou dès qu'il arrête, ça disparaît rapidement, en quelques minutes. La tendinopathie, des fois, elle peut persister après, voire le soir même ou le lendemain, comme la classification de Blasina. Mais sur la douleur, c'est une claudication artérielle, ça disparaît. Si ça disparaît pas et que c'est l'artère, ça veut dire qu'il y a une ischémie aiguë, mais là, on n'est plus dans le même cas. Ouais, on est d'accord. Eh ben écoutez, merci les gars. Merci à toi, merci à vous. Merci Super à vous. topo, Laurent. Toujours bien d'avoir des pros comme vous. Donc, merci à tous ceux qui nous ont suivis. C'était un live assez long, mais très intéressant. Bravo et merci les gars. Allez, bonne journée ciao à tous. Merci à tous. Et puis, à bientôt. Salut. On reste en ligne, nous.